Mais il semble qu'un gramme de CO2 ne pèse pas la même chose selon que d'un ce côté soit que de l'autre. un propriétaire occupant ou un bailleur. C'est une des hérésies du système qui a été mis en place. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de l'Iceberg. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Landrevie, un acteur majeur du monde économique et bancaire du paysage français. Également fondateur du média Money Smart. Bonjour Olivier. Bonjour Naïm. Bienvenue, merci d'être présent aujourd'hui. C'est un plaisir. Bon, alors moi je vous connais évidemment, je vous suis depuis longtemps sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Pour ceux qui ne vous suivent pas, qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors j'ai beaucoup de casquettes. Je suis d'abord un vétéran des services financiers au sens large. J'ai beaucoup navigué, beaucoup bourlingué dans les métiers de crédit, beaucoup dans la banque. En France et à l'étranger. J'ai été directeur financier, directeur général adjoint de banque. Et puis, j'ai été pendant quelques années dirigeant d'un réseau de courtage. Et j'ai repris ma liberté. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et je fais pas mal de choses. Comme vous l'avez évoqué, donc j'ai une petite plateforme d'analyse économique et financière qui parle beaucoup de finances publiques, d'immobilier, finances personnelles, de ce type de sujet. Sans langue de bois, si je peux me permettre. Avec un ton qui est le mien. Je suis enseignant en finance à HEC en parallèle. D'accord. Et puis, je suis aussi business angel. J'accompagne, j'ai un petit portefeuille de fintech que j'accompagne et dans lesquels j'ai investi, dont une d'ailleurs dans le domaine du courtage. Qui n'est pas un réseau de courtage, je le précise, mais qui a développé une solution technique qui permet aux courtiers indépendants et aux banques de travailler ensemble en toute fluidité. Une sorte d'outil commun d'API, comme on dit dans le jargon. Voilà, ça s'appelle Prexange. D'accord, très bien. Non, mais c'est passionnant. Je ne savais pas que vous aviez cette casquette d'investisseur. Je ne dirige pas la structure, on est bien d'accord. Bien sûr. Je suis vous avez investi et j'ouvre mon carnet d'adresses pour l'aider à se développer. Forcément, après une belle et longue carrière dans le domaine bancaire. Je ne savais pas que vous aviez été à l'étranger. Oui. J'ai commencé, mon tout premier job, c'était à New York. Ah, tiens. J'ai bossé 8 ans à Londres, j'ai bossé dans le Pacifique. Enfin, je suis un aventurier de la finance. Oui, c'est bien. C'était des banques françaises, étrangères ou des fonds d'investissement? Il y a eu tout. À New York, c'était une banque française. Mes années à Londres, c'était un groupe américain. D'accord. Non, j'ai goûté à tout. Bon, très bien. Et donc, vous enseignez à HEC? Exact. Est-ce que vous enseignez le crédit immobilier, la fiscalité? Non, pas tout à fait. C'est un cours qui explique les liens entre l'innovation financière, qui se joue beaucoup en marge des banques dans le reste du système financier extra-bancaire, et donc le lien entre l'innovation financière, les risques systémiques et la réglementation. Donc on parle beaucoup, par exemple, de la formation de la crise de 2008-2009, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, ce type de sujet. D'accord, très bien, ça devait être passionnant. J'adore ça, en tout cas. Ça donne un coup de jeune à chaque fois de se confronter à cette nouvelle génération, la génération qui va nous remplacer. Et ça permet de vous challenger aussi. Exactement. De rester toujours au top niveau, si je puis dire. Donc du coup, vous avez eu les deux casquettes. Banquier, vous avez dirigé une société de courtage. Avec le recul, aujourd'hui, quel a été finalement qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces deux expériences? Et si vous deviez retourner dans l'un de ces deux domaines, lequel choisiriez-vous? Alors c'est très difficile à comparer, d'abord parce que c'est complètement déséquilibré en termes de poids dans mon parcours. C'est-à-dire que j'ai fait 15 ans de banque, d'années d'autres formes de services financiers, et puis j'ai fait à peine 2 ans de courtage, donc c'est difficile de comparer les deux. Et puis à côté de ça, on va pas se mentir, le courtage, je suis arrivé à un très mauvais moment. Je suis arrivé, moi j'ai commencé là-dedans à l'automne 2021. Donc on était à 6 mois du début des problèmes. C'est vrai. Avec, la fin on de la était belle à époque, 3 mois de l'entrée en vigueur de la mise en force de HCSF, en tout cas avec une valeur réglementaire.
en janvier 2022. On était à 6 mois de Encore une belle très trouvaille, forte ça, hein. hausse des taux, des problèmes de taux d'usure sur lesquels je me suis beaucoup exprimé à l'époque. C'est peut-être comme ça que vous m'avez connu. Exactement, c'est à ce moment-là que je vous ai découvert. Donc voilà, c'était une période très difficile. Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est important aussi dans une carrière. Ça forge un caractère. Carrément. Donc je regrette pas de l'avoir fait. J'ai appris plein de choses et voilà. Maintenant, est-ce que j'y retournerai, dans lequel de ces deux métiers je retournerai? J'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Je pense qu'il faut pas regarder dans le rétroviseur. Il faut avancer. Moi aujourd'hui, dans ma tête, je suis un entrepreneur. J'ai envie de faire des choses. Je suis à un âge où je veux d'abord prendre du plaisir et faire des choses qui m'intéressent. Avoir une certaine autonomie aussi, voilà. Vous avez repris votre liberté, c'est ce que vous disiez. Exactement. Donc je suis bien aujourd'hui dans cette configuration, voilà. Après, il faut jamais dire jamais, donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Bon, du coup, vous avez donc quitté le domaine bancaire, vous êtes plus dans le domaine du courtage. Selon vous, il fait bon être mieux banquier ou courtier aujourd'hui en 2025? Alors, je vais répondre à la question en mettant la casquette courtage. Encore que les deux métiers font face à de sacrés challenges. Côté courtage, je pense qu'on a passé le plus difficile. On voit depuis le début de l'année, alors d'abord les taux baissent depuis quelques temps déjà, ouais. Et on commence à voir maintenant les retombées en termes de volume. On vient de voir 2 mois consécutifs à plus de 12 milliards de production de crédit en mars et avril, selon les chiffres de la Banque de France. Alors, on est encore loin des 20 milliards par mois qu'on avait à la belle époque, mais bon, il y avait sans doute un peu de surchauffe, donc je ne suis pas sûr qu'on revoie un jour des chiffres aussi forts. Et pas forcément sain non plus. C'était pas forcément sain non plus de faire du crédit à 1%. Donc, voilà, c'est en cours de normalisation. Je pense que le plus dur est passé. Et à moyen terme, c'est un métier sur lequel je ne me fais aucun souci, dans le sens où je pense que c'est un domaine dans lequel... c'est un domaine pour lequel je ne crois pas au tout digital. Enfin, le digital peut apporter plein de choses dans la façon de travailler, mais les candidats à l'emprunt ont toujours un fort besoin d'accompagnement en face à face. Évidemment. C'est la transaction la plus importante de leur vie pour la plupart. Donc ils ont besoin qu'il y ait un lien de confiance qui s'établisse. Et ça, totalement d'accord, les courtiers savent faire. Enfin, les bons courtiers savent faire. Exactement. Voilà, donc ça fait 30 ans que leur part de marché augmente régulièrement, ou même 50 ans si on remonte à l'origine du métier en France. 1971. C'est ça, voilà, exactement. Et je ne vois aucune raison qu'on fasse marche arrière là-dessus. Oui. Donc pour moi, voilà, les courtiers, ils sont installés dans le paysage. Évidemment, il faudra s'adapter. Il y aura des périodes où les banques auront moins envie de voir les courtiers que d'autres. On a connu ça. Exactement. Mais quand on travaille bien, il n'y a pas de raison de se faire trop de soucis. Voilà. Côté bancaire, les challenges, ils sont très différents. Je pense qu'il y a un énorme challenge actuellement pour les banques traditionnelles par rapport à l'évolution des modes de consommation bancaire. Parce que là, pour le coup, dans ce qu'on appelle la banque au quotidien, c'est-à-dire les petites transactions du quotidien, c'est l'inverse de ce que je décrivais sur le crédit immobilier. C'est-à-dire que 80% des Français ont appris à tout faire sur leur tablette depuis chez eux le week-end. Oui. Du coup, les agences, la fréquentation des agences s'effondre. Il y a moins de besoins. Ça remet en question même le modèle commercial, parce qu'on avait l'habitude de saisir l'opportunité du client qui passait en agence pour lui parler de différents sujets, mais quand il ne vient plus, il faut s'y prendre différemment. Et en face, il y a une concurrence de néobanques qui est quand même féroce. Les banques en ligne, on les connaît. Les Boursorbank, les Revolut, etc. Donc voilà, c'est un métier qui va devoir se remettre en question dans la façon dont ils travaillent. J'ai aucun doute qu'ils trouveront les bonnes solutions, mais il y a des années pas faciles. Il y a du travail à faire, parce que je pense. Si je fais juste un parallèle avec mon activité de courtier, j'étais en train de réfléchir, je me demandais, sur les 100 derniers clients que j'ai eus, je pense sincèrement que 90 d'entre eux avaient au moins un compte en ligne. Ouais.
Et on sait que le banquier traditionnel n'est pas forcément fan de ces banques en ligne parce qu'elles sont un peu concurrentes, in fine. La banque en ligne a des coûts Bien sûr. Mais différents. en fait, les deux sujets s'articulent magnifiquement pour les courtiers. C'est-à-dire que de plus en plus, en fait, la première ouverture de compte pour les jeunes actifs ou les étudiants, Oui, elle va se faire sur une banque en ligne parce que ça vient naturellement aujourd'hui dans les aujourd'hui, habitudes oui, de consommation. exactement. Oui. Et c'est au moment de l'acquisition du premier logement que les banques traditionnelles ont Rentre, une chance c'est d'entrer ça. dans le jeu Mm. et de ramener à elles un client pour essayer de l'équiper, etc., et construire un lien pour la suite. Et c'est là que le courtier, finalement, peut jouer un rôle de conquête de clientèle C'est ça. que les banques traditionnelles ont de plus en plus de mal à jouer elles-mêmes Ouais. face aux néobanques. Oui, parce que le crédit immobilier, c'est un peu le produit d'appel. Parlons un peu d'immobilier. L'immobilier a subi pas mal de tempêtes. Je vais citer certains termes, enfin certaines choses qui sont arrivées. Le HCSF, au Conseil de stabilité financière, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là. La hausse des taux avec l'inflation. TPE, les normes qui sont devenues plus en plus strictes, avec un peu de schizophrénie. Je vous donnerai juste mon avis et vous me donnerez le vôtre également à ce niveau-là. Et une fiscalité instable. Réintégration de l'amortissement dans le LMNP et disparition du Pinel. Donc, selon vous, quel a été l'élément le plus déstabilisateur parmi ces dernières années? Alors, sans hésiter, je mets en numéro 1 la hausse des taux. Le choc de taux est quand même historique. On est passé de crédit à 1%, à peine plus de 1%, c'était quoi, fin 2021. Oui. En 18 mois, on est remonté à 4,20 au pic. Bon, alors c'est retombé un peu depuis, mais c'est Pas quand tellement même, finalement. Hein. c'est quand même un choc de taux d'une ampleur et d'une violence qu'on n'avait jamais connue de mémoire de banquiers ou de courtiers encore en vie. Même 2008. Et c'est quand même un énorme facteur. Oui. Avant même de parler du reste, hein, c'est déjà, même s'il n'y avait que ça, c'est déjà un énorme facteur de désolvabilisation des candidats à l'emprunt. Sachant que, bon, oui, il y a eu une petite correction des prix, mais qui était très loin de suffire à effacer l'effet de la hausse des taux. 5 à 10%. 6% à l'échelle nationale. Et au mieux, à Paris et Lyon, on est allé jusqu'à moins 12, moins 14%. Voilà. C'était un peu plus... Mais sachant que la hausse des taux, à elle toute seule, elle a effacé 25% de pouvoir d'achat immobilier. Donc l'un ne suffit pas à compenser l'autre. Donc ça, pour moi, c'est le facteur numéro 1. Okay. Et ça, pour le coup, c'est pas un facteur franco-français. Enfin, on l'a vu c'est partout en Europe. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absoudre tout le monde, hein, parce que c'est quand même le résultat indirect de politiques de planche à billets pendant 10 ans, et surtout surtout le summum de la planche à billets, ça a été pendant les confinements, la période Covid. Le plan de 700 milliards d'euros. Voilà. Et c'est quand même ça le facteur numéro 1 dans le retour de l'inflation. Hein. On a beaucoup mis en avant l'Ukraine, le prix du gaz, etc. C'est vrai que ça a aggravé les choses, mais le retour de l'inflation était déjà en route. On le voyait déjà en août 2021 dans les chiffres d'inflation. D'accord. Donc il y a eu une erreur de pilotage un peu partout dans le monde, hein, en Europe, aux États-Unis, pareil, hein, qu'on a payé par le retour de l'inflation et du coup le choc de taux pour ne pas rentrer dans une spirale inflationniste. Ce qui du coup était, à ce stade-là, c'était inévitable, hein, de remonter les taux. Je ne critique pas la remontée des taux. Hein. C'était inévitable. Ce qui était évitable, c'était l'erreur préalable du plan de planche à billets à tout va pendant Covid et dans une moindre mesure dans les 10 années qui précédaient avec les taux négatifs et tout le tralala. Quoi. C'est ça. Et puis cette planche à billets a été assez brutale. Parce que ça aurait pu se faire peut-être de manière progressive pour éviter un choc aussi brutal. Hein, mais... Donc ça, pour moi, ça dépasse tout le reste. Après, on peut quand même être très critique sur le fait qu'il y a eu un certain nombre de choix politiques
qui sont venus aggraver la donne et qui, là, pour le coup, sont vraiment spécifiquement français, qui sont venus aggraver le marché immobilier et le marché du crédit au pire moment. Il y a eu un effet ciseau. Donc, vous avez cité la mise en force avec valeur réglementaire des normes du Haut Conseil de stabilité financière. On se demande vraiment de quoi ces gens-là se mêlaient, sachant qu'en France, il n'y a jamais eu de crise bancaire causée par des crédits immobiliers, des crédits aux particuliers. Le taux de défaut n'était pas forcément plus élevé. Le taux de défaut des crédits immobiliers en France est parmi les plus bas au monde, et les banques ont toujours prêté de façon très responsable. Allez, le seul bémol que je mettrais, c'est quelques formules de crédit un peu tordues dans les années 2007-2008, mais c'était anecdotique et ça ne concernait qu'un ou deux établissements. J'ai pas connu cette époque. Les crédits en francs suisses, c'était quand même un peu chaud. Ah quoi. Oui. Enfin, sur des taux basés sur les taux suisses. Voilà, donc sinon, il n'y avait pas de raison d'imposer autant de règles, il n'y avait absolument d'être autant restrictif. Moi, à l'époque, j'ai échangé beaucoup avec mes amis banquiers. Personne n'a compris pourquoi ce truc-là arrivait. Donc, il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu aussi une volonté de Bercy de piloter la politique du logement en ayant pour seul objectif de transformer le logement en vache à lait fiscal. Ouais. C'est d'ailleurs, il y a un disconnect absolument fou dans le discours public, c'est-à-dire qu'on présente régulièrement le secteur immobilier comme étant un secteur gavé de subventions, d'aides publiques, etc. Quand on fait les comptes, moi je les ai faits, j'ai publié un article il y a l'an dernier là-dessus. Ouais. Quand on met tout bout à bout, le logement, c'est plus de 90 milliards de recettes fiscales et c'est 38 milliards d'aides, de charges pour la puissance publique, qui aux 2/3 vont en fait au logement social et pas du tout au logement privé. Oui, donc le logement est déjà, s'est transformé depuis une dizaine d'années c'est l'une des principales vaches à lait fiscales du pays. Et on comprend bien l'idée, c'est que le logement a cet immense avantage de ne pas pouvoir s'expatrier, contrairement au travail ou au capital. Exactement, oui. Donc on est sûr qu'il ne partira pas en Belgique ou ailleurs. Pas liquide, hein. Voilà. Et on est venu encore renforcer ça en retirant Pinel et en laissant se mettre en place des augmentations faramineuses de taxes foncières. Oui, avec l'exonération de la taxe d'habitation. C'est juste un transfert, finalement. Alors, la taxe d'habitation, je rappelle, parce que là aussi, on nous raconte régulièrement n'importe quoi, la perte de la taxe d'habitation pour les collectivités territoriales a été compensée à l'euro par Bercy, par des transferts d'autres formes de fiscalité. Ça, on n'en parle pas. Voilà. Vous savez ? Donc, tout ce qu'on nous a rajouté à côté en hausse de taxes foncières, c'est juste pour nourrir une augmentation infinie de dépenses publiques. Voilà. Et puis l'autre chose à laquelle je pensais, c'est la dernière en date, c'est l'augmentation des droits de mutation des DMTO. C'est ça. Qu'on appelle à tort les frais de notaire, parce que ça ne va pas dans la poche des notaires. Absolument pas. Voilà, le notaire ne fait que collecter la taxe pour le compte de l'État. Qu'on a relevé de 4,5% à 5%. Ça n'a l'air de rien, mais malgré tout, mine de rien, ça fait une hausse de 11%, quand on passe de 4,5 à 5. C'est ça. Et quand ça s'applique à une transaction dont la base est de 200 000 ou 300 000 euros, ça fait des gros chiffres. C'est de l'apport en plus pour les emprunteurs. Voilà. Donc forcément, ça a un impact négatif. Une hausse qu'on nous présente comme temporaire. Voilà. Il faut savoir que la dernière hausse, c'était en 2014. Elle était également temporaire et évidemment... Elle est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur, voilà. Oui, donc pas mal d'éléments. C'est d'ailleurs c'est un cycle assez incroyable qui se met en place. C'est-à-dire que quand on est en haut de cycle immobilier, donc beaucoup de transactions immobilières qui génèrent beaucoup de DMTO, donc c'est des rentrées. Les départements encaissent
et en profitent pour se lancer dans des nouveaux projets, recruter des fonctionnaires, tout ce qu'on veut. Hein. Et puis, quand le cycle se retourne, parce que l'immobilier va moins bien, on nous dit c'est pas possible, ça va faire baisser les recettes alors qu'on a des charges en face. Donc, en fait, on remonte le taux de la taxe quand le cycle est en bas. Pour compenser. Quoi. Et on oublie de faire l'inverse quand le cycle est haussier. Repart. Quoi. Voilà. Donc, c'est pile je gagne, pile je perds, face tu gagnes. C'est assez problématique selon moi. Je reviens juste un poil en arrière, forcément en corrélation avec mon activité de courtier. Donc le HCSF a été mis en vigueur 2022, 1er janvier 2022. Ça s'est joué en 2 temps. Il y a eu une première phase. Moi, j'étais encore banquier à l'époque. C'est apparu en 2020. Oui. Janvier 2020. J'avais lu l'article de... Mais à l'époque, c'était juste des recommandations, des bonnes pratiques. Il n'y avait aucune sanction si on dépassait un peu... voilà. Il n'y avait pas de possibilité de sanction par la Banque de France. En 2022, la Banque de France décide, pour des raisons que personne n'a jamais comprises, que ces mêmes recommandations deviennent une réglementation et donc sont passibles de sanctions. C'est là mon point. Donc la Banque de France décide de mettre en place ces normes, ces restrictions. Parce que pour moi, c'est des restrictions, ni plus ni moins. Bien sûr. C'est un encadrement du crédit, c'est une forme d'encadrement du crédit. Oui, sous prétexte qu'on était sur une bulle immobilière. Mais la bulle immobilière était causée par les taux bas, finalement. Vous voyez, les gens se mettaient à acheter de l'immo parce que à 1%, ça coûte pas cher. Donc, allez, on y va et on investit. Ce qui aurait pu être sympa pour des... Mais on est dans la schizophrénie totale, puisque, évidemment, les politiques de taux bas de la BCE, elles ont été votées notamment par un collège des gouverneurs de la BCE, dans lequel on trouve le gouverneur de la Banque de France, le même qui, derrière, peut-être pour se défaire d'une certaine mauvaise conscience par rapport à ce qu'il a engendré lui-même sur la hausse des prix de l'immobilier, se donne bonne conscience en resserrant la vis avec ces normes. Et les banquiers n'ont pas été consultés Non, quelques discussions à droite à gauche, mais rien de... Je crois qu'il y a eu... mais bon, c'est un monde feutré, le monde de la banque, mais il y a eu quelques voix pour dire poliment que ce n'était pas forcément une très bonne idée, mais non, ils n'ont pas été entendus. Bon, très bien. Faisons un tout petit peu de pédagogie. On a parlé de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. En général, on lit souvent que Francfort influence les taux immobiliers parce que les taux de la BCE, les taux directeurs diminuent et donc que les taux d'intérêt bancaires vont diminuer. Alors moi, évidemment, je connais la réponse, mais c'est important quand même de clarifier les choses parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et il y a un peu de bêtises qui sont diffusées sur le média. C'est une méconnaissance du fonctionnement des banques. Beaucoup de commentateurs s'imaginent que les banques ont un espèce de robinet comme ça qu'elles peuvent ouvrir avec l'intensité qu'elles souhaitent pour aller emprunter à la BCE au taux de la BCE. C'est complètement faux. Les lignes de refinancement de la BCE pour les banques, ce sont des lignes d'urgence. D'abord, il faut apporter des garanties quand on utilise ces lignes. On a à peu près la certitude, quand on utilise ces lignes en tant que dirigeant de banque, de prendre un coup de fil très haut niveau de la BCE pour comprendre ce qui se passe et pourquoi la banque a un problème de liquidité, parce que c'est comme ça que ça va être perçu. Et par ailleurs, les taux de la BCE sont des taux à 7 jours. Oui, donc très court terme. Extrêmement court. Donc c'est un peu un cas d'urgence. Imaginez qu'un banquier... le découvert bancaire du banquier. Aurait l'idée de refinancer des crédits à taux fixe sur 20 ou 25 ans en allant ouvrir le robinet de la BCE, c'est une hérésie. Aucun banquier ne veut ou ne peut faire ça. Emprunter. Voilà. Oui. Aucun intérêt. La réalité du refinancement des crédits immobiliers, c'est 2 choses. C'est le recyclage de l'épargne des Français. Autrement dit, quand vous empruntez, il y a une partie de votre crédit qui était en fait l'épargne de votre voisin, que la banque recycle pour vous. Via le livret A ou des livrets... Alors le livret A, c'est un peu particulier parce que les banques le remontent pour 65% à peu près à la Caisse des dépôts. Donc le livret A, il sert plutôt à financer le logement social via la Caisse des dépôts. D'accord. Il y a un tiers qui reste dans les banques et qui peut servir au crédit immobilier. Mais ça va être surtout les dépôts à vue. Les Français gardent beaucoup d'argent qui dort sur les dépôts à vue. Sur le compte courant. Sur les comptes courants.
Voilà, donc ça c'est une part. Et puis, il y a une autre part, alors le chiffre varie selon les banques, mais ça va être entre 20 et 40% selon les banques. Les banques vont aller le chercher sur les marchés financiers en empruntant elles-mêmes auprès d'investisseurs institutionnels, en émettant des obligations. En l'occurrence, on appelle ça des obligations foncières, sur des durées, alors qui ne vont pas être 20-25 ans, mais qui vont être des durées à peu près calées sur la durée de vie réelle des crédits immobiliers, c'est-à-dire 7-8 ans. Oui, voilà. Ouais, 6 à 10 ans, disons. Quand elles le font, alors ce sont des produits qui sont vraiment ultra sécurisés pour les investisseurs, hein, c'est du quasi zéro risque. Garantie. Parce que même si la banque tombe, en fait, ils peuvent récupérer eux-mêmes les garanties sur les crédits qui ont été octroyés. Donc ils voient ça comme du quasiment sans risque. Et du coup, c'est un produit, du point de vue des investisseurs, qui est en concurrence avec les émissions du Trésor français, les emprunts d'État français, ce qu'on appelle les OAT. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, le bon benchmark pour comprendre, pour essayer d'anticiper ce qui se passe sur le marché du crédit immobilier, c'est plutôt l'OAT 10 ans. Parce que quand l'OAT 10 ans remonte, par exemple au hasard, parce que nos finances publiques sont pas très bien gérées, on approche du budget. Eh bien, les banquiers eux-mêmes, quand ils vont emprunter sur les marchés financiers, vont devoir se mettre leur taux au même niveau que l'OAT pour donner envie aux investisseurs d'acheter ces papiers. Donc du coup, en tant qu'emprunteur, on paye indirectement le prix de la piètre gestion de nos finances publiques. Ouais, mauvaise politique, ça nous impacte tous un peu directement finalement. Bon, une façon de se représenter ça, c'est si on se compare à l'Allemagne, hein, qui est un peu le benchmark en la matière. Le bon élève. Très bon élève. Il y a encore 4 ans, on avait la différence de taux entre les emprunts d'État allemands et français était d'environ 25 points de base. 0,25. On appelle le spread, c'est ça pour... Spread. D'accord. Aujourd'hui, ce chiffre a triplé. Donc finalement, on peut se dire que dans nos taux de crédit immobilier, si on avait réussi à maintenir nos finances publiques dans le même état relatif par rapport à l'Allemagne que ce qu'on avait il y a 4 ans, donc avant la pandémie ou en sortie de pandémie, disons, on paierait nos crédits immobiliers 50 centimes moins cher qu'aujourd'hui. Oui, donc on aurait des taux compris plutôt... on aurait des taux... On serait moins 3%. Voilà, on serait quelque part entre 2,5 et 3. Ouais. Ce qui serait plus sympa pour les emprunteurs. Ça leur redonnerait un peu plus de capacité d'emprunt. Très bien. Vous avez votre média, Money Smart. L'un de vos derniers articles évoque une page qui se tourne dans l'immobilier résidentiel. En matière de prix. Exactement. Oui. Les prix repartent à la hausse. On a des taux d'intérêt, alors dites-moi si je me trompe, mais comparables aux années 2012-2013, plus ou moins. Sauf qu'entre-temps, on n'a pas les mêmes prix. Et la baisse n'a pas été suffisante. Oui. Donc on exclut énormément de personnes du paysage immobilier. Oui. Comment vous l'expliquez, le fait que cette baisse de prix n'a pas été si... Moi, je m'attendais, très honnêtement, à du moins 20%. Alors, il y a deux choses pour comprendre ça. D'abord, il faut bien réaliser que les euros de 2025 ne sont pas les euros de 2013 ou 2015 ou même 2022. Oui. En particulier, ces dernières années, on a eu une inflation assez forte qui se voit aussi dans les salaires. Hein. Sur les 3 dernières années, le salaire moyen du secteur privé, d'après les chiffres du ministère du Travail, a fait plus 11%. Voilà. Pour une inflation un peu plus élevée. Non. Sur les dernières années, non. Sur les 3 dernières années, le salaire moyen a réussi à suivre l'inflation. Ça n'a pas toujours été vrai. Sur l'inflation. Et puis, c'est l'inflation telle qu'elle est mesurée par l'INSEE. Après, moi, j'ai des réserves sur la façon discutable. dont on mesure. Voilà, l'intégration de l'énergie, tout ça. On est d'accord. Ouais. Enfin, ce qui est surtout discutable, c'est l'intégration ce sont les retraitements qui sont faits pour tenir compte du progrès technique. Voilà. Par exemple, dans ces séries statistiques, l'INSEE considère que
les prix des matériels électroniques, donc les PC, Ouais. Tout ce qui est puces. les appareils photo, Ouais. tout ce que vous voulez, Ouais. ont baissé je crois que c'est de l'ordre de 90% depuis l'an 2000. Voilà. Moi, personnellement, en tant que consommateur, je sais que m'acheter un PC neuf sur lequel je peux installer Windows, ça ne me coûte pas 10 fois moins cher aujourd'hui qu'en l'an 2000. Absolument pas. Voilà. Mais dans les méthodes de calcul. l'INSEE, Ouais. l'INSEE considère que, ah oui, mais votre PC aujourd'hui, il a 10 fois plus de mémoire qu'il y a 25 ans. C'est de l'évolution etc., technologique. etc. Oui, sauf que Le coût si n'a je, pas. vais, si je vais à la FNAC, pardon de faire de la pub, Non, et que je leur dis non, mais j'ai pas besoin du PC d'aujourd'hui, vendez-moi PC d'hier. vendez-moi pour 100 € le PC de l'an 2000, on va me dire, vous êtes gentil monsieur, mais on ne fait plus. Quoi. Ça vous coûtera limite Donc, plus cher en de réalité, customiser. Voilà. Donc on crée une illusion, D'accord. enfin on sous-estime l'inflation de ce fait-là. Mais ça nous écarte du sujet. Ouais. Si on prend juste ce chiffre indiscutable de progression des salaires de 11%, à lui seul, ça justifie malgré tout, ça explique qu'on ne puisse pas retrouver les mêmes prix de l'immobilier, même si on est revenu au même taux. D'accord. Voilà, Donc c'est une mauvaise comparaison finalement de penser comme ça, de se dire. C'est le début d'un bon raisonnement, mais il faut intégrer dans ce raisonnement aussi la progression des salaires. Alors, quand on intègre la progression des salaires, on voit que on a reconstitué du pouvoir d'achat depuis un an avec la baisse des taux et la progression des salaires, mais on n'est pas non plus revenu tout à fait au niveau des années 2015-2020. Alors, derrière, il y a donc une deuxième explication à ça, qui est la pénurie structurelle de logements en France, dans les grands bassins d'emploi. Qui est un problème dont on parle depuis 25 ans. J'ai 35 ans et j'ai limite toujours entendu parler de ça. Oui, mais ça s'aggrave. Le déficit de 400 000 logements par an, c'est ça ? Alors, on a souvent dit, il y a beaucoup de rapports qui ont dit que pour prendre la voie de la résolution de ce déficit, il fallait construire entre 400 et 500 000 logements par an. Neufs. Ouais. On n'est jamais vraiment arrivé à ce chiffre et aujourd'hui, on en est très loin. Alors, pour comprendre l'aggravation de la pénurie de logements, il y a trois facteurs. Donc, il y a, on vient de le dire, des chiffres de construction de logements neufs qui sont très faibles, très mauvais. Ça, c'est lié notamment à pénurie de foncier, le coût du foncier. Les communes n'ont pas les bons incentives pour libérer du foncier et octroyer des permis de construire. Et de l'autre côté demande de logement, on a deux phénomènes lourds qui sont ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire que les foyers sont de plus en plus petits. Évolution sociétale. Parce que les jeunes ne vivent plus en couple ou attendent de plus en plus tard pour vivre en couple, n'ont plus d'enfants ou de plus en plus tard. Les gens divorcent, on gagne en espérance de vie, mais les années qu'on gagne sont des années malheureusement qu'on passe seul ou dans le meilleur des cas à deux. Oui. Donc les foyers sont de plus en plus petits. Ce qui du coup augmente le besoin de logement. Tout à fait. Et il y a un autre phénomène qui est le phénomène des flux migratoires. Qu'il ne faut pas négliger. Alors, je ne porte aucun jugement politique dessus. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Non, bien sûr. Mais évidemment, l'an dernier, on a octroyé 340 000 titres de séjour. Permis de séjour, titres de séjour, pour ne parler que de l'immigration légale. Ouais. Ces gens-là, il faut les loger. Voilà, évidemment. Pas de mystère. Évidemment. Alors certes, ça va être plutôt un besoin en logement social, mais voilà, le logement, c'est une chaîne. C'est-à-dire que si on veut libérer des places en logement social pour ces gens-là, il faut aussi qu'on trouve des solutions pour que ceux qui sont un peu plus à l'aise, qui sont déjà intégrés professionnellement, etc., qui ont des revenus, puissent sortir du logement social et devenir propriétaires. Et cette chaîne-là, aujourd'hui, elle est complètement bloquée. Alors, je reviens un petit peu en arrière, juste sur le premier point. Vous
parliez que les mairies n'avaient pas les incentives pour libérer du foncier. Alors je vais juste un peu creuser sur ce point-là. Est-ce que c'est des volontés politiques, les maires qui ne souhaitent pas libérer du foncier parce que ils n'ont pas d'intérêt immédiat ou parce qu'ils ne veulent pas construire de logements sociaux et donc derrière perdre en électorat? Oui et non. Il y a deux facteurs. Il y a un facteur très ancien. Il faut remonter à l'an 2000 et à la loi SRU. C'est la loi qui fixe un objectif. À l'époque, c'était 20%, mais depuis, ça a été relevé à 25% de logements sociaux dans la plupart des paysage, communes. D'accord. Et sous menace de sanctions financières pour la commune, quand elle n'est pas à ce niveau-là. Bon. Mais en fait, cette réglementation n'a pas eu les effets attendus. Comme souvent. Dans le sens où, finalement, elle met les maires dans une situation où, à chaque fois qu'ils octroient un nouveau permis de construire, s'ils ne veulent pas alourdir les sanctions financières pour leur commune, ils vont devoir imposer aux promoteurs sur ce programme une partie de logement social. Une part de logement social. À minima 25% pour ne pas aggraver le déficit, voire plus. Parfois, ça monte jusqu'à 50% s'ils veulent carrément commencer à réduire le déficit. Mais beaucoup de maires savent aussi, vous savez ce qu'on dit, c'est-à-dire que maire bâtisseur, c'est la chance d'être élu. Voilà, c'est la recette pour ne pas être élu. Oui. C'est le phénomène, les Anglais appellent ça le NIMBY, Not in my backyard. C'est-à-dire qu'on est quasiment tous d'accord pour dire à l'échelle nationale, il faut plus de logements, mais quand c'est en face de chez soi, on va tout de suite voir le maire pour lui dire si vous laissez ce truc-là sortir de terre, moi, fini, je vote pas pour vous la prochaine fois. Et vous passez pas. Voilà. Donc beaucoup de maires sont arrivés à la conclusion que s'ils ne veulent pas, s'ils veulent garder leur chance d'être élus et qu'en même temps ils ne veulent pas aggraver les sanctions financières au titre de la loi SRU, la meilleure politique pour eux, c'est juste de n'accorder aucun permis de construire, tout court. Comme ça, voilà. On est obligé de rien, on n'est pas sanctionné. Donc beaucoup de maires, pas tout le monde, je caricature, mais beaucoup de maires en France font ce choix, ce qui du coup aggrave les difficultés. Donc ça c'est un premier phénomène. Et il y a un deuxième phénomène qui est plus récent, qui est lié à la disparition de la taxe d'habitation. Parce que la taxe d'habitation, on en parlait tout à l'heure, elle était attribuée aux communes. Oui. Alors, ils ont eu une compensation à l'euro par Bercy pour cette perte de recettes, d'accord ? Mais c'est une compensation qui est maintenant figée. Oui. Donc, quand ils voient arriver une demande de permis de construire, comment est-ce qu'ils réfléchissent du point de vue du budget de la commune ? Le fait de laisser se construire un nouveau programme ne va pas apporter de recettes supplémentaires, de recettes fiscales supplémentaires pour la commune, puisqu'il n'y a plus de taxes foncières, de taxes d'habitation, autant pour moi. Oui. En revanche, si le nombre d'habitants augmente, ça veut dire qu'eux doivent investir, la commune doit investir en infrastructure. Il faut des crèches en plus, il faut des écoles, il faut tout ce que vous voulez. Donc il faut des rentrées supplémentaires. Et ça, c'est de la charge dans le budget de la commune, alors qu'en face, elle n'aura pas de recettes supplémentaires. Voilà. Donc ça aggrave encore, et c'est là que les intérêts ne sont pas alignés. C'est-à-dire les intérêts du pays ne sont pas du tout alignés avec la tuyauterie financière telle que la vivent au quotidien les maires des communes. Et tout le monde en est conscient de cette problématique. Si on en parle aujourd'hui, alors attention, évidemment, vous êtes reconnu dans votre domaine, etc. Mais si vous m'en parlez aujourd'hui, on ne peut pas dire que les politiques ne le savent pas et qu'on pourrait faire un transfert de responsabilité, de pouvoir de décision du maire vers un député ou... Alors ça c'est ce qui existe. Je crois qu'il y a 3 communes de mémoire en Île-de-France qui se sont mises tellement en infraction de leurs objectifs de loi SRU que le préfet a repris la main sur les permis de construire. Ce qui est prévu par la loi, le préfet peut prendre la main sur les permis de construire quand on est trop loin de l'objectif. Mais ce sont des cas exceptionnels. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait aucun consensus politique pour dire on retire de façon définitive le pouvoir de permis de construire au maire pour le donner à un autre échelon.
Voilà. Et ça a été... Et je peux le comprendre aussi, parce que honnêtement, pour être pertinent sur les décisions de permis de construire, il faut être les mains dedans, il faut avoir une présence locale. On ne peut pas faire ça depuis un bureau à Bercy ou je ne sais où. Bien sûr. Donc voilà, c'est difficile de trouver le bon équilibre. Moi, je pense que la solution passerait plutôt, mais bon, ce sera évidemment difficile pour le président de la République de manger son chapeau, mais je pense que la suppression de la taxe d'habitation n'était pas une bonne idée. En tout cas, il faut remettre... Mauvais timing surtout. Il faut réaligner les intérêts des communes et des autres. Pour que, lorsqu'elles octroient des permis de construire, elles retrouvent une recette fiscale qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Voilà. Et cette recette fiscale... alors, je vais reformuler ma question, pardon. Si on se focalise sur le PTZ, construction dans le neuf, maison individuelle, est-ce que vous y croyez à cette mesure? Est-ce que concrètement, ça va relancer l'immobilier neuf et donner une petite bouffée d'oxygène aux promoteurs qui ont littéralement le couteau sous la gorge aujourd'hui? On ne peut pas dire autre chose. Je pense que c'est bienvenu. Alors c'est une mesure coûteuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant ce retournement, on avait eu de longues années de rétrécissement progressif du PTZ, parce que c'est vrai que c'est assez coûteux pour les finances publiques. Oui. Mais disons, de tous les dispositifs d'aide qu'on a pu voir, c'est sans doute l'un des plus efficaces. D'accord. C'est un dispositif qui a certainement moins de défauts que n'avait, par exemple, les dispositifs Pinel. On a vu certains excès. En termes de... Oui. Ce qu'on voit aussi souvent dans les dispositifs d'aide, on l'a vu dans Pinel, mais on l'a vu aussi avec MaPrimeRénov', c'est que très souvent, les aides finissent par être captées par les acteurs de la chaîne plutôt que par le consommateur final, ce qui est quand même problématique. Ouais. On n'a pas ce problème-là avec le PTZ, ce qui est quand même un avantage important. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, bon, on pourrait aussi imaginer, mais ça, ce serait un virage libéral auquel je ne crois absolument pas. Enfin, disons, moi, je ne serais pas défavorable, mais je pense que la probabilité est quasi nulle. On pourrait prendre le parti de dire on arrête complètement ce type d'aide, mais en contrepartie de quoi on rend à la filière logement autant de fiscalité. Voilà. Bon. Mais ça n'arrivera pas. Pas en ce moment, du moins. Non. Donc, dans l'état actuel des choses et de l'équilibre des forces politiques à l'Assemblée, je pense que voilà, le réélargissement modeste du PTZ, ça me semble plutôt une bonne chose. Ça devrait permettre de sauver ce qui reste de la filière maison individuelle, qui était en voie de disparition. Beaucoup ont mis la clé sous la porte, avec beaucoup de personnes laissées un peu sur le carreau. Voilà. Donc je sais que ces acteurs-là, pour eux, c'est quand même une bouffée d'oxygène. Une bouée ou une bouffée d'oxygène. Voilà. Et dans le neuf, pour les promoteurs, c'est également bienvenu, puisque ça permet de remettre le pied à l'étrier aux primo-accédants pour acheter du neuf. C'est ça, voilà. Le PTZ et ça permet de compenser un peu la perte de Pinel. Voilà. C'est ça. Ils peuvent faire un transfert finalement de vente Pinel vers de la... Alors, c'est plus facile à faire dans un tableur que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, ce sont des canaux d'acquisition clientèle qui sont très différents. Oui. Donc, ça demande une évolution stratégique. Ils y travaillent tous, mais je ne suis pas sûr qu'ils réussiront tous ce virage. Ouais, je me doute. Et finalement, donc, du coup, le neuf aurait plutôt le vent en poupe comparé à l'ancien avec ces normes de DPE qui... Alors, du point de vue des banques, c'est sûr. Les banques préfèrent nettement voir arriver des demandes de crédit sur du neuf que sur de l'ancien. Elles sont beaucoup plus réactives, je vous le confirme. À tel point qu'on voit même des situations... pour des candidats à l'emprunt un petit peu limite en termes de budget, on voit des cas où la banque commence par
émettre un refus sur un projet dans l'ancien, et le même client revient un mois plus tard avec un projet dans le neuf qui est pourtant un peu plus cher, Oui. et la banque dit oui. Grâce au PTZ. Alors, même avant le PTZ, on le voyait. Alors, le PTZ va aider encore plus, oui. Mais non, même avant le PTZ, parce que en fait, alors d'abord, dans le neuf, le candidat s'économise les droits de mutation dont on parlait tout à l'heure. Voilà. En moyenne à 2-3% versus un 7%. Plus que ça, hein, parce que si on prend l'ensemble des frais de notaire, des mal nommés frais de notaire, on arrive à 8,5, hein, quelque chose comme ça. Oui, alors que dans le 9, oui, c'est ce dont je parlais. Oui, d'accord. Et donc, ça limite l'apport, et donc forcément, ça motive. Exactement. On le voit, là, très clairement. Exactement. Ça allège le problème de manque d'apport. Et puis, il y a un certain nombre de banques aussi qui voient d'un bon œil le fait d'avoir un DPE A ou B. Du coup, elles ne se posent pas la question du risque de dépréciation de la valeur de l'actif. Du bien. Oui. Alors que si vous leur montrez un projet G dans l'ancien, même si ce n'est pas pour faire du locatif, elles se disent le bien à la revente, en cas de défaut, à la revente, ça risque d'être compliqué. Voilà. On va y perdre de change. Justement, vous parliez de DPEG et de locatif. Lorsqu'on fait donc pour les investisseurs locatifs, le fait d'avoir un DPE en G, aujourd'hui, maintenant, on n'a plus la possibilité de louer de biens en G, sauf pour ceux qui sont encore loués, mais il n'y a plus de possibilité de renouveler le bail. Mais ceux qui sont propriétaires de biens en G n'ont pas d'obligation, sauf erreur de ma part, de rénover énergétiquement leurs biens, alors que c'est une mesure écologique, normalement. Exact, mais il semble qu'un gramme de CO2 ne pèse pas la même chose selon d'un côté que de l'autre. Un propriétaire occupant ou un bailleur. C'est une des hérésies du système qui a été mis en place. Alors, si on fait un peu d'archéologie, dans la loi climat et résilience, donc, qui est entrée en vigueur en 2020, dans le projet initial, l'obligation de rénovation s'imposait à tout le monde, y compris aux propriétaires occupants. Et il y a eu une levée de bouclier à l'Assemblée au motif que beaucoup de propriétaires occupants n'auraient pas la solvabilité pour financer ces travaux. Cette rénovation. Et du coup, le gouvernement a fait marche arrière sur les propriétaires occupants, mais a maintenu la mesure pour les propriétaires bailleurs. Les propriétaires bailleurs. Donc on arrive à ce truc qui n'a pas beaucoup de sens, en tout cas du point de vue de l'objectif écologique. Et il y a une autre absurdité, si vraiment on raisonne efficacité écologique. L'autre absurdité, c'est qu'on ne tient pas compte de la décarbonation de l'électricité française. On a la chance d'avoir l'électricité la plus décarbonée au monde grâce à notre parc nucléaire. Production. Oui. Là, je crois qu'il doit y avoir à peine 7% de notre électricité qui est à base d'énergie fossile, à base de gaz. Pourtant, dans le mode de calcul du DPE, vous savez, il y a deux étiquettes. Il y a une étiquette électrique, kilowattheure et GES pour le gaz. C'est ça, exactement. Émission de gaz, consommation, on va dire, d'un côté et de l'autre, émission de CO2. Ils sont souvent décorés. Alors évidemment, si vous êtes, imaginons un logement très mal isolé, mais 100% électrique, ça arrive souvent dans les petits studios. Exactement. Voilà. Eh bien, donc vous aurez une étiquette très mauvaise pour la consommation électrique et une étiquette très bonne sur le CO2. Problème, c'est que ce qu'on retient pour le DPE final, c'est la moins bonne des deux. C'est ça. Donc en fait, le fait que vous soyez à l'électrique, à la fin, ne présente aucun avantage, et donc on vous colle une étiquette G, alors qu'en réalité, votre logement n'émet pas ou très peu de CO2. C'est ça. Donc là, il y a une absurdité. Je crois savoir... C'est intéressant de la souligner, vraiment intéressant. Alors là, pour le coup, je peux affirmer, parce que j'ai eu la discussion très récemment avec un député de la majorité, qu'il y a eu une prise de conscience sur le sujet. Et potentiellement, il est possible, mais avec l'Assemblée qu'on a,
On ne peut jurer de rien, mais il est possible qu'on ait une évolution dans les mois qui viennent sur ce point-là. Voilà. D'accord. J'ajouterai à cela, alors il y a un effort des banques fait actuellement pour les DPE GF. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'acquisition d'un bien en G ou en F, s'il y a des travaux de rénovation énergétique, post-achat, post-travaux, vous représentez un nouveau DPE et on peut avoir des décotes sur le taux. Ça n'était pas le cas l'année dernière. Je ne le savais pas. D'accord. Ouais, et le petit écureuil le propose assez souvent. C'est une chouette initiative. Je trouve ça enfin cohérent parce que l'année dernière, justement, j'avais fait un petit article sur LinkedIn en parlant de schizophrénie des banques. On promeut le neuf, mais lorsqu'une personne souhaite acheter un bien à rénover, donc faire de l'amélioration, on le pénalisait un peu au niveau du taux. Et là c'est revenu. La logique est pour moi respectée maintenant et c'est plutôt positif. Bravo à l'écureuil. Enfin, ouais, bravo à eux. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour enfin redynamiser ce marché locatif, cette construction de logements, mis à part, on a vu ce transfert de responsabilité politique, mais on n'a pas été capable de le faire en 30 ans. J'ai pas l'impression que la formule soit si compliquée. On ne parle pas d'un théorème Pythagore bis ou peu importe sur la comparaison, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement ? Une vraie carotte fiscale ? Alors la formule n'est pas compliquée sur le plan conceptuel à écrire sur un bout de papier. Oui. Je pense qu'elle est extrêmement compliquée sur le plan politique, en termes de formation d'un consensus qui permettrait de prendre les mesures qui seraient nécessaires. Tant l'intérêt est commun. De toute façon, ne rêvons pas, ça n'arrivera pas pour les 2 ans qui nous restent. Oui, parce qu'on connaît le désintérêt de notre président pour l'immobilier. Le sujet immobilier. Oui. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Si vraiment on repartait d'une page blanche, moi j'aurais tendance à dire que le point de départ serait vraiment de reposer les bases de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'alignement d'intérêts, y compris financiers, pour les communes, pour qu'elles aient envie d'octroyer des permis de construire, de verticaliser, etc., etc. Aujourd'hui, on en est très très loin, donc ça, il faudrait vraiment tout reprendre là-dessus. Tout remettre à plat faire un bilan complet de la loi SRU et repenser tout ça. Ensuite, là, je vais choquer beaucoup de monde, je sais. Je ne me fais jamais des amis quand je parle de ça. Nous sommes prêts. Mais on a besoin d'un marché locatif dans la chaîne immobilière, dans le parcours de vie immobilier d'un Français. Avoir du logement social, évidemment, c'est nécessaire, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. On ne peut pas se contenter d'un monde où il n'y aurait que logement social d'un côté et propriété, accès direct au statut de propriétaire de l'autre. On a plein de Français qui ne sont pas éligibles au logement social, qui commencent dans la vie, des jeunes actifs, qui ne peuvent pas tout de suite devenir propriétaires. Aujourd'hui, on devient propriétaire en moyenne à 36 ans, je crois. 36, 37 ans, Ce qui fait un peu tard. Et donc, finalement. Il y a une bonne dizaine ou voire une quinzaine d'années à vivre dans le parc locatif privé. En tant que locataire. Et donc, on a besoin d'un parc locatif important. En économie de marché, ça veut dire qu'on a besoin d'attirer des capitaux qui s'investissent dans ce parc locatif, ce qui implique une rémunération honnête, de niveau correct de l'investisseur, de ce capital qui accepte de se mettre en risque. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a plus ces conditions. À Paris, sur le marché locatif, on va avoir quoi ? On va avoir du 3% de rendement brut avant les charges, avant les problèmes de locataires, d'impayés, de tout ce qu'on veut, avant fiscalité. Bon. Donc ça ne suffit même plus à payer les intérêts du crédit. Non. Donc on est en train de faire fuir le capital du marché locatif, en particulier avec des mesures qui vont vraiment à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Je pense au plafonnement des loyers. C'est absolument le contraire qu'il faut faire. C'est ça. Absolument le contraire. Alors, plus on plafonne, plus... Qui est une forme d'encadrement des loyers, comme il y a toujours eu, c'est-à-dire le fait que l'indexation d'une année sur l'autre soit plafonnée, ce qui est cohérent. Tout ça, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Ça existait depuis longtemps. Ça ne posait pas de difficulté. Mais dire
On va... c'est une puissance administrative qui va fixer le loyer maximal auquel on peut louer dans Paris. Ça n'a pas de Ça sens. n'a aucun sens. On fait juste fuir les investisseurs et on crée les tensions qu'on voit dans le marché locatif aujourd'hui. Ce qui finira, si on poursuit dans cette voie, on l'a vu dans d'autres villes, ailleurs dans le monde, j'avais étudié la question, dans une ville comme Stockholm, par exemple, qui a un plafonnement des loyers depuis très longtemps, ça finit même par créer des phénomènes de marché noir. C'est-à-dire que le loyer administratif devient tellement déconnecté de ce que serait le loyer de marché. Ouais. Il y a tellement de gens qui se retrouvent en marge à ne pas trouver un logement que finalement les locataires qui, eux, ont réussi à rentrer dans le système, le jour où ils n'ont plus besoin du logement parce qu'ils déménagent, ils sont mutés, je ne sais quoi, ou ils achètent parce qu'il y a des enfants ou je ne sais quoi, plutôt que de dire au propriétaire « je vous rends votre logement » et le logement va à quelqu'un d'autre, maintenant ils le sous-louent au noir parce que là, du coup, ils font x2 ou x3 sur le loyer par rapport au loyer fixé par la puissance publique. Ce qui bloque la machine. Ce qui, au final, est complètement contre-productif. On se retrouve avec des loyers, finalement, encore plus élevés que ce qu'ils auraient pu être dans un marché normal. Ouais, je vois. Donc, on ne résoudra tout ça que par l'offre. On a besoin d'avoir autant de toits que de ménages. Toits avec un T, que de ménages. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut tout faire pour permettre la construction de nouveaux logements et motiver, on peut aussi travailler sur des sujets comme la transformation de bureaux en logements, puisqu'il y a un excédent de bureaux aujourd'hui, que les promoteurs ont beaucoup de mal à transformer en logement parce que ça pose des problèmes de normes et de permis de construire, de PLU, etc. Mais c'est ce type de projet qu'il faudrait encourager dans le climat actuel. Recycler le parc immobilier actuel pour en faire des logements. Et est-ce qu'on peut... Alors bon, on le voit, finalement, l'investisseur est un peu démotivé par toutes ces mesures fiscales, notamment celle du LMNP, qui a... Alors, beaucoup de personnes, j'ai beaucoup entendu dire que c'était juste un retour à la normale. L'avantage du LMNP, apparemment, était un peu... C'était un peu un suravantage et c'était pas forcément logique. Je pense que c'était un oubli du législateur à l'origine. Je pense que c'était un oubli. D'accord. C'est comme ça que je l'interprète. Alors la difficulté maintenant qu'on réintègre finalement l'amortissement dans le calcul de la plus-value à la sortie, c'est que finalement ça devient juste un différé fiscal, plus que c'est pas un avantage fiscal, c'est juste un différé d'imposition. Plus tard. Ouais. Et un différé d'imposition dans un pays où le déficit public est de 6%, et où donc on a la quasi-certitude que le poids de la fiscalité augmente au fur et à mesure des années, moi j'ai envie de vous dire, je préfère qu'on me prenne l'impôt tout de suite au taux actuel, plutôt que me le reporter dans 10 ans. Parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Je n'ai pas très confiance dans la capacité de nos élus à remettre les finances publiques en bon ordre dans ce temps-là. Je partage votre avis. Donc voilà. Le seul bémol à ça, c'est que si vraiment vous attendez suffisamment longtemps, vous finirez par bénéficier de l'abattement pour durée de détention. Mais bon. Je crois que c'est à partir de 15 ans. Ça commence à partir de 15 ans et il faut aller jusqu'à 22 ans pour l'avoir à 100%. C'est ça, c'est 22 et 30 ans. Ah, c'est 22 et 30 ans. Autant pour moi. Donc il faut le conserver, le bien. C'est ça. Mais quand on sait que le cycle de revente est d'à peu près 7 à 8 ans, autant dire que... sur 7 à 8 ans, ça ne présente aucun intérêt pour le coup. Donc, on avait justement un député de je ne sais plus quel parti, mais peu importe, qui avait proposé l'exonération au bout de 10 ans de détention. Vous pouvez amortir justement les charges pendant 10 ans. Ouais. Et si vous revendez après 10 ans, on ne les réintègre pas dans le calcul du prix de revente et donc dans la plus-value. Ouais. Bonne idée ? Réaliste ? Alors, c'est de nouveau sur la table. Je crois que ce sont des députés LR de mémoire qui continue de pousser cette idée-là. Ce serait une bonne chose pour essayer de redonner un peu envie d'investir dans le logement locatif. Voilà. Maintenant, la difficulté, évidemment, c'est que dans l'état de nos finances publiques, si on fait ce type de cadeau, il
va falloir trouver une nouvelle ressource fiscale ailleurs. Hein. Oui, prends à gauche donc, pour donner à droite. Voilà, donc toute la question, c'est comment on le finance, quoi. Hein. Bon. Si c'est pour nous relever encore les droits de mutation, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Donc voilà, donc je ne sais pas. Tant que je n'ai que la moitié de l'équation, je réserve mon jugement. Je comprends. Et du coup, donc on a beaucoup parlé de fiscalité. D'un point de vue bancaire, ce qui pourrait relancer, mis à part le PTZ, je fais un peu une fixation sur ça parce que je l'ai connu quelques années, littéralement 2 ans, depuis que je suis courtier, mais le calcul, la méthode de calcul du taux d'endettement, pour moi, devrait pouvoir être appliquée. On devrait utiliser la méthode compensatoire lorsqu'on parle d'investissement locatif. Ce que tous les banquiers faisaient jusqu'au HCSF, oui, bien sûr. Parce que moi, je veux bien. On enlève le compensatoire pour passer en méthode classique. Donc, la méthode classique, c'est charge divisé par revenu. On obtient un taux. Le compensatoire, c'est on fait la soustraction du loyer existant ou du loyer futur avec la future mensualité. Donc, concrètement, on peut avoir... Ça revient à considérer que les recettes locatives, les loyers, peuvent être directement affectés au remboursement du crédit. C'est ce qui paraît de bon sens. Voilà. Il n'y a que à la Banque de France, visiblement, que ça n'est pas du bon sens. Donc, ça, c'est inscrit dans HCSF. Hein. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est HCSF qui a mis fin à ça. C'est d'une bêtise sans nom. Est-ce qu'on peut espérer peut-être pas dans les 2 prochaines années, mais un changement de gouvernance au niveau de la Banque de France? Pourquoi pas vous, hein? Et une réintégration du différentiel. Alors, en termes de mandat, c'est pas pour tout de suite parce que je crois qu'il a été renouvelé il y a 1 an ou il y a un peu plus d'1 an, et ce sont des mandats de 5 ans, donc il va falloir prendre son mal en patience. Bon. Mais allez savoir, non, il peut se passer d'autres choses parce qu'on entend que Christine Lagarde pourrait quitter la BCE. Et il y a un arrangement tacite entre les Français et les Allemands par lequel on laisse à l'Allemagne la présidence de la Commission européenne et il nous laisse la BCE. Donc peut-être que notre gouverneur aura de la promotion. Sait-on jamais. Et que ça ouvrira en tant que bon élève. Hein. Et que ça ouvrira la porte à des changements. Allez savoir. Bon. Il est déjà l'heure de conclure. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir? Est-ce qu'il faut être optimiste malgré tout ce qui se passe alors, je vais utiliser un terme, mais un peu le chaos politique dans lequel on vit aujourd'hui, en matière d'immobilier, de crédit bancaire. Est-ce qu'on peut rassurer les investisseurs en leur disant « tenez bon, il y a des choses qui arrivent, il faut rester optimiste, ça va le faire ». Quel est votre avis un peu? Je vais vous faire une réponse de Normand. Non, il y a des raisons d'être optimiste liées à la fin du choc de taux. Ça y est, le choc de taux, il est derrière nous, c'est en train de se normaliser. Donc, le plus dur est passé pour les professionnels du secteur et les choses sont en voie de normalisation. Après, une fois qu'on a dit ça, oui, il reste des problèmes structurels qui n'ont jamais été réglés, qui vont continuer d'enquiquiner la filière immobilière et qui vont nous créer, au-delà de ça, c'est beaucoup plus grave, qui vont nous créer une crise du logement, qui sont en train de créer une crise du logement. Et une crise sociale. Bien faire la différence entre crise immobilière et crise du logement. C'est-à-dire que c'est différent. La crise pour les professionnels du secteur, ça y est, elle est derrière nous, c'est en train de se normaliser. En revanche, pour les Français qui cherchent à se loger, la crise du logement, elle est encore devant nous. Ouais. Le pire est à venir. Et je ne crois pas du tout très rassurant, mais c'est une réalité. Dans la configuration actuelle de notre Assemblée nationale, je ne crois pas du tout à la capacité à répondre à ces questions, parce qu'il y a des décisions difficiles qui doivent être prises, qui ne seront pas forcément populaires, et dans une Assemblée fragmentée, on n'y arrivera pas. Pas avoir de décisions fortes. Oui. Donc je crois que pour les 2 années qui viennent, il faut prendre son mal en patience de ce point de vue-là. C'est ça. Patientons, attendons 2027, et puis... on verra ce qui se passe par la suite. Ce qu'il faut espérer, c'est que le logement soit enfin un vrai sujet de campagne présidentielle en 2027. Ça n'a pas été le cas en 2022, encore moins en 2017. Non. Moi, voilà, je rêve d'un candidat qui ose mettre ce sujet-là sur la table avec des propositions. Et puis ensuite, chacun votera en son âme et conscience. Bon. Parfait. C'est déjà la fin, Olivier. Merci infiniment pour votre présence. Et puis... à très bientôt.